Bonjour. Cette année, le thème est particulièrement facile. On a juste à venir, imparfaite, comme on est, devant vous. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément un exercice facile quand on a essayé de masquer beaucoup ses imperfections. Pourtant, on le sait, entre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, à l'école, on sait que tout n'est pas perfection, mais on essaye quand même. Moi, je fais partie de ceux qui ont essayé pendant longtemps. J'ai essayé d'avoir des bonnes notes, j'ai essayé d'avoir une bonne filière, de passer un bon bac, d'avoir une bonne école pour pouvoir avoir une bonne carrière, un bon salaire, une jolie maison. C'est pas forcément simple et c'est pas forcément facile d'être dans ce tumulte, dans cette... Forcément, c'est pas facile, je suis imparfaite, donc du coup, je vais me calmer un peu, je vais le faire moins vite. Voilà. Très rapidement, le tumulte s'installe dans nos vies. On est pris dans cette course effrénée, à toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin. Pourtant, on le sait, on nous l'avait dit, et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus jeunes, peut-être que vous vous en rappelez pas, mais un film nous l'avait dit. C'est Valentine, alias Sophie Marceau, qui, dans une scène mémorable, nous avait rappelé que tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux, lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Tout le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais s'il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. Bon, quand j'étais adolescente, je le connaissais par cœur. On le marquait sur les agendas de nos copines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je l'ai fait. Bref. En tout cas, donc, on le savait. On était imparfaits, on le disait. Mais on s'appliquait quand même des masques pour essayer de cacher ses imperfections. Je l'ai vraiment fait. J'ai eu un bac avec mention. J'ai passé mon permis, j'avais 18 ans et 2 jours. Bon, pour la petite histoire, j'ai grandi dans un département dont la préfecture est Vesoul. Ça aide vraiment à passer son permis rapidement. J'ai eu un beau diplôme américain, parce que bien sûr je voulais parler anglais sans accent, alors je l'ai fait avec l'accent de Chicago. Je suis rentrée et j'ai fait une belle école parisienne pour pouvoir avoir un beau CV. Au fur et à mesure des expériences acquises, mon CV commençait à ressembler à quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pêcheur mexicain. Bon, très bien, visiblement vous ne connaissez pas, alors on va y aller. Je vous emmène au Mexique juste pour quelques secondes. Un pêcheur mexicain revient après quelques heures de pêche. Et sur le ponton, il y a un Américain qui est là par hasard, il est en vacances. Et en fait, il voit la pêche super belle de ce pêcheur et lui dit... Et dis donc, je ne vais pas vous faire l'accent ni américain ni mexicain. Et dis donc, elle est super belle, ta pêche, t'as mis longtemps ? Et le Mexicain lui répond « Non, pas trop, quelques heures. » « Ah bon ? Mais pourquoi t'as pas pêché plus longtemps ?» Et le Mexicain lui explique que ça sert à rien. En fait, il a assez pour subvenir aux besoins de sa famille et que le reste du temps, en fait, il fait la sieste, il joue avec ses enfants, il passe du temps avec sa femme, le soir, il fait à dîner. Après, il va boire des coups avec ses potes, faire de la musique dans le bar du coin. Et l'Américain lui dit « Mais attends, moi j'ai un MBA de Harvard, je vais t'expliquer comment tu vas faire et vraiment, ta vie va être vachement mieux. Tu vas déjà rester un petit peu plus longtemps chaque jour en mer, tu vas pêcher plus, avec les bénéfices que tu vas dégager, tu vas t'acheter un 2e bateau, puis un 3e. Quand tu auras ta flotte de bateaux, tu auras forcément une meilleure force de négociation avec ton intermédiaire qui transforme ton poisson. Et du coup, comme ça ira mieux. » Ok, le Mexicain lui dit « Ah bon, d'accord, mais ça va prendre combien de temps ?» Ouais, 15 ans, 20 ans. Mais après, tu pourras t'en sortir, tu pourras déménager, tu pourras aller à Los Angeles, peut-être même à New York. Et puis après, là, tu pourras introduire ton groupe, ta holding en bourse. Et là, vraiment, ça va être très intéressant et tu vas être riche à millions. Et le Mexicain lui dit « Mais d'accord, mais après ?» Ah ben, après, tu pourras prendre ta retraite et puis tu pourras t'installer dans une petite maison au bord de la plage, faire la sieste, te mettre à la retraite et puis profiter de tes petits-enfants, passer du temps avec ta femme, puis le soir, tu iras boire des coups avec tes copains, faire de la musique. Vous me voyez venir ?
Pardon. Du coup, on a tous en nous un petit Mexicain, un petit Américain, et on essaye de trouver cette balance, cet équilibre. On est tous... Moi, j'ai vraiment été conditionnée par tout ça, par ce rythme. Et parfois, certains d'entre nous, dans une quête de sens, dans une prise de perspective, ou un accident de la vie, nous fait prendre un sens différent. Nous fait prendre... Ça va venir, je sais. Nous fait prendre de la hauteur et nous changer un peu notre mode de vie. Moi, c'est un coup de téléphone qui a changé ma vie. Un coup de téléphone de mon médecin gynécologue qui m'a dit « Madame, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous d'avoir un enfant. Je vais vous conseiller à un de mes confrères et je vais vous demander de suivre un parcours en procréation médicalement assistée. » J'étais journaliste dans la santé à l'époque. Je savais très bien ce que c'était la PMA, mais ça ne me touchait pas forcément, personnellement, ni humainement. Du coup, forcément, je suis allée voir sur Google tous ces parcours, tous ces gens, toutes ces tranches de vie. C'est pas simple de se dire qu'on est au pied d'une grande montagne et que peut-être on va y arriver, peut-être on ne va pas y arriver. Je ne dis pas qu'une femme qui n'est pas mère n'est pas parfaite. Si c'est choisi, si c'est assumé, c'est une perfection. Moi, ma perfection, elle était avec des rires d'enfants, elle était avec des taches de confiture, elle était avec des histoires du soir. Et du coup, le fait que mon corps soit imparfait, c'était pas ce que j'étais, c'était pas ce que je pensais, c'était pas ce que je faisais qui était imparfait. Non, c'était vraiment moi, c'était mon corps, je pouvais rien y faire. Et du coup, les réflexes ont repris. Je me suis conditionnée comme un sportif de haut niveau. Enfin, j'imagine, j'ai jamais été sportif de haut niveau, mais j'ai arrêté de fumer, j'ai mangé sainement, j'ai fait du sport, j'ai suivi tous les conseils des médecins, j'ai pris toutes les hormones qu'il fallait prendre. J'ai fait de l'acupuncture, des séances de reiki. Si on m'avait dit de faire du parachute tous les matins, j'aurais fait du parachute tous les matins. Mais il y a des choses qui coûtent plus cher que du parachute tous les matins quand on fait de la PMA. Bref. Et puis, finalement, au fil des tentatives, au fil des échecs, au fil des mois, et ça c'est sous l'impulsion de mon amoureux, on a décidé de s'extraire de ce tumulte, de s'extraire de cette vie dans laquelle on s'était inscrit, qu'on avait choisi. Et j'ai quitté mon travail, on a vendu notre appartement et on a quitté Paris. Alors quand on est en PMA, on entend toujours 3 milliards d'histoires. Il y a la cousine truc qui est tombée enceinte alors qu'elle était au ski, il y a la cousine machin qui est tombée enceinte alors qu'elle venait d'adopter. On se raccroche des fois à ces histoires, des fois elles nous agacent. En tout cas, nous, on a choisi de nous écouter, de s'écouter nous-mêmes. On a choisi de ne plus aller au repas de famille si on n'avait pas envie d'y aller, de ne pas affronter certains regards, de ne pas affronter certaines questions quand on n'en avait pas envie. Quand on en avait envie, on y allait, on le faisait. J'ai choisi d'écouter aussi ma colère. Quand je voyais des femmes enceintes, des fois je les supportais pas, des fois je les supportais. Et pourtant, je sais très bien que c'était injuste, qu'elles y pouvaient rien, mais c'était juste. J'ai accepté la colère, j'ai accepté de l'assumer. Je vous sens un peu fébrile sur le déroulement là. Et ben n'empêche que ça a marché. Je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à un merveilleux petit garçon. Et du coup, quelques mois après, on s'est vraiment dit qu'on ne voulait pas retomber dans ce rythme effréné, on ne voulait pas repartir dans cette quête. Et on a eu la chance et l'opportunité de pouvoir s'installer à La Réunion. Alors bien sûr, il faut travailler ici aussi. Il y a des choses, mais vous admettrez quand même qu'on est vachement mieux à La Réunion qu'enfermé dans un périphérique parisien où il fait gris plus souvent qu'ici. Et du coup, on a vraiment eu une belle chance de s'installer ici. Magie de la nature, récompense de je sais pas quoi. Notre petite fille est arrivée juste après notre arrivée. Et ça, c'était un vrai moment de bonheur aussi. Bien sûr, je ne suis pas une mère parfaite, bien au contraire. Je crois que quelqu'un nous dira qu'on est tous imparfaits dans la parentalité un peu plus tard. J'ai souvent une tache sur mes vêtements, je suis souvent fatiguée, j'arrive en retard souvent, je perds mon calme parfois, je dois faire face, comme tout le monde, au stress du quotidien,
aux injonctions de la société. Il faut perdre ses kilos avant l'été. Bon, quand on vit à La Réunion, il faut les perdre tout le temps. Alors, tant pis. Tant pis, je vais continuer à assumer les questions de mes enfants qui me demandent régulièrement si j'ai encore un bébé dans le ventre parce que je n'arrive pas à les perdre. Il faut arriver au travail fraîche, même quand on a changé 2 fois les draps dans la nuit. Il faut essayer d'être des parents corrects, essayer de trouver un bon équilibre entre vie familiale, vie professionnelle. On fait régulièrement face à cette pression. Bien entendu, je ne vais pas parler de la charge mentale, ça ne serait pas très équitable. Je ne connais pas un couple qui ne s'est pas engueulé sur la charge mentale. Mais du coup, comme là, je suis dans un exercice de monologue, je vais vous passer ce sujet. Et puis, finalement, je m'en sors pas si mal. Il s'occupe souvent du dîner et plein de choses encore. Je ne dis pas seulement ça parce qu'il est là. Bien sûr, on fait tous comme on peut, avec ce qu'on a. Maintenant, tout ce parcours m'aura montré que, en fait, il y a bien une chose qui est importante, c'est le moment présent, c'est le moment qu'on vit, là, tous les 4, à La Réunion, avec nos 2 petits bouts. Souvent, la maison n'est pas rangée, souvent, les repas ne sont pas équilibrés, souvent, on va fermer la porte sur le bazar pour vite courir et ne pas louper le coucher de soleil pour savoir lequel de nous 4 va voir le soleil vert. Tant pis pour le rangement, tant pis pour les vêtements sales, tant pis pour la machine qui n'est pas étendue. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est le plus important, c'est de profiter avec eux de ces moments-là. C'est bien pour ça qu'on avait tellement envie d'être parents. Et souvent, grâce à ceux qui ont eu des enfants avant nous, et que je vois obligés de payer des billets d'avion pour pouvoir passer Noël tous ensemble, ou quand je vois qu'avec mes frères et sœurs, ça fait des années qu'on n'a pas été à table tous ensemble avec nos parents, quand je me rends compte qu'un jour, il faudra que je fasse un doodle pour les avoir à dîner tous en même temps, quand il faudra que je les supplie pour qu'ils viennent passer un week-end avec leurs vieux parents, je les vois se chamailler devant moi, je les vois se disputer un grain de riz ou un jouet ou je sais pas quoi, et je profite pleinement de ce moment-là, parce que je sais qu'à un moment donné, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, je les regretterai ces moments-là. Donc voilà, je voulais juste partager avec vous cette petite expérience, et si vous voulez qu'on en parle après, je serai là aussi. Merci à tous.